Merci beaucoup d'être avec nous, mesdames et messieurs. C'est votre émission Grande Tribune. Aujourd'hui, nous allons appesantir sur une thématique unique, la problématique de l'insécurité dans l'Est de la RDC et ses solutions. Est-ce que le processus de Luanda est une solution durable, d'autant plus que les contradictions ne cessent de se multiplier autour de ce processus de Luanda? On va faire donc une analyse approfondie sur cette question. On va parler également de l'Ouganda. Comment percevoir l'Ouganda pendant que les rapports de l'ONU indiquent que l'Ouganda est parmi les États qui soutiennent le M23? Le gouvernement congolais semble prendre le bal au bon pour négocier avec ce gouvernement. Il y a même une route qui va quitter l'Ouganda pour la République démocratique du Congo. Et donc, on va essayer de s'apaisantir sur cette question, d'autant plus qu'il y a une mission parlementaire qui va se rendre là-bas pour clarifier la position. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de nous faire confiance. Il y a un groupe de Congolais vivant en Belgique qui a adressé une lettre au Majesté le Roi. Voici ce qu'il dit dans leur lettre. Depuis l'avènement au pouvoir de Félix Tshisekedi, notre pays a perdu 116 communes qui sont tombées entre les mains de la rébellion en dehors de l'autorité de l'État. Plus de 5 millions de Congolais vivent dans des camps de déplacés, dans des conditions inhumaines. Des centaines d'enfants sont privés de tout. Pendant ce temps, la guerre dans les provinces de l'Est du pays est devenue un business. Voilà donc la lettre ouverte des quelques Congolais adressés au Majesté le Roi belge. Réaction d'Augustin Kabouya. Cette constitution stipule que pour sauvegarder l'unité africaine, il nous faut céder certains espaces au Rwanda. Cette constitution s'appelle malédiction. Augustin Kabouya devant la base de l'UDPS. Franck Diongo accuse Félix Tshisekedi de haute trahison après la volonté exprimée par le chef de l'État de donner de doter le pays d'une nouvelle constitution adaptée aux réalités congolaises. Il mobilise donc pour l'application de l'article 64 de la Constitution. Mesdames et messieurs, on va se limiter là. Certainement, la matière est abondante. On va essayer d'y revenir pendant l'émission pour gagner le temps, parce qu'on n'a qu'une heure. 3 invités sur ce plateau, pas des politiques, des analystes, des chercheurs, avec qui nous allons débattre sur cette question. Bon, je commence par ordre d'arrivée. Maître Thomas Gamakolo, vous êtes chercheur sur les questions de Grands Lacs, les problématiques de l'insécurité dans les Grands Lacs. Vous êtes également avocat. Merci et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous et de pouvoir parler sur votre plateau et d'être confronté ou d'avoir des co-débatteurs de cette qualité. Et je suis très ravi. Je salue également tous mes co-débatteurs. Merci. J'espère qu'on va passer des moments très instructifs. Merci bien, Maître Gamakolo. Monsieur Serge Seka, l'une des meilleurs, l'une des grosses plumes du pays, hein, vraiment. Merci beaucoup de nous honorer, d'honorer ce plateau par votre présence immense. Tout simplement, merci. Je voudrais qu'on le prenne. Simplement, tout le plaisir, c'est d'être journaliste comme vous. Je suis heureux d'être là chaque fois que vous m'invitez. Je fais de mon mieux pour venir analyser. Et c'est un plaisir pour nous, un honneur et surtout, on pense participer aussi à la reconstruction du Congo à notre façon. Merci bien, monsieur Serge Seka. Monsieur Mike Gardidiana, très pointu également dans ses analyses. Merci beaucoup et de prendre part également à cette tribune. Bonjour Dan, bonjour à mes co-débatteurs, surtout à ceux qui nous suivaient. Merci pour l'invitation. Je vous en prie. Alors, on va rapidement commencer par cette problématique du processus de Luanda. On s'est posé la question la dernière fois si on peut, ce processus peut-il permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse se tirer d'affaire. On s'est posé également la question de savoir l'Ouganda, quel rôle joue effectivement l'Ouganda dans cette question, comment devra se comporter la RDC dans cette problématique, surtout que Donald Trump bientôt sera à la Maison-Blanche d'ici janvier 2024. Est-ce que sa présence à la Maison-Blanche peut renverser la donne?
Je commence avec Maître Gamakolo. Quelle est votre lecture par rapport à cette question, le processus de Luanda? Comment vous le percevez? Est-ce que la RDC peut-elle penser sortir ou résoudre la problématique liée à l'insécurité, particulièrement l'agression rwandaise, grâce au processus de Luanda? Merci beaucoup pour la parole. En fait, le processus de Luanda, qui est un processus qui concerne la RDC et le Rwanda, parce qu'il faudrait que ce soit très clair, c'est un processus qui concerne la RDC et le Rwanda à travers la facilitation de l'IA qui est intervenue pour pouvoir amener les deux pays à trouver des solutions pacifiques aux différends qui les opposent et donc à les conduire dans une certaine forme de désescalade en nommant notamment le président Lorenzo de l'Angola, et c'est un processus qui est adoubé également par toute la communauté internationale, notamment à travers les conseils de sécurité. Vous allez voir que dans toutes les résolutions du Conseil de sécurité, on exhorte la RDC à trouver des solutions politiques, donc diplomatiques, aux différends qui l'opposent au Rwanda. Et donc, c'est adoubé par toute la communauté internationale que l'Angola agit. Et donc, par le simple fait que ces processus jouissent du soutien de toute la communauté internationale, je pense que c'est véritablement une fenêtre ouverte pour la paix, mais qui n'est pas éternellement ouverte, qui peut aussi se refermer à tout moment si dans les chefs des protagonistes ou des partis qui discutent, il n'y a pas cette volonté réelle dans le cœur, je dis bien, de cette paix du cœur n'existe pas. Si nous sommes toujours dans une certaine forme de posture de gladiateurs de part et d'autre, ce processus peut échouer. Si bien que politiquement, ce processus est très mis en mal. Ce processus au Congo ne rencontre pas vraiment l'adhésion de la plupart des hommes politiques, surtout de l'Est, ainsi que de beaucoup d'intellectuels congolais, parce que la vérité que nous entendons et à la télé et parmi les communicateurs de tous les partis, c'est une vérité que je considère comme étant à moitié, mais c'est une vérité qui va dans le sens de vouloir faire obstacle à ces processus. On lui trouve les poux dans la tête, tout le monde estime que c'est imparfait, on doit arrêter, mais seulement ça c'est politiquement, c'est difficile d'espérer que cette fenêtre-là restera éternellement ouverte, ça peut se refermer à tout moment. Mais sur le plan diplomatique, il y a toujours à espérer, parce qu'un diplomate négocie toujours, même après que tout espoir de négociation était Le cessez-le-feu a été signé début août, mais entre-temps, la RDC a perdu plusieurs localités. Il y a une lettre qui a été signée par les Congolais vivant de Belgique. 116 communes sont tombées au total, mais depuis août jusqu'à aujourd'hui, novembre, plusieurs localités sont tombées entre les mains du M23. Est-ce qu'on doit croire à la sincérité du Rwanda, puisque les territoires continuent de tomber, malgré la signature du cessez-le-feu? La question n'est pas celle-là. La question c'est pourquoi les partis en présence ne veulent pas, par leur signature, empêcher la mort des millions et des millions de personnes, les déplacements des millions et des millions de personnes. Quand vous posez la question dans ce sens-là, c'est là où vous allez vraiment arriver. Parce que je pense que la question a toujours été posée dans le sens, est-ce que tel est sincère, tel n'est pas sincère? Vous comprenez? On ne cause pas qu'avec des gens qui sont sincères de toutes les façons. Mais le problème ici, c'est de savoir pourquoi, par la seule signature, ni le Congo, ni le Rwanda ne veulent empêcher la mort des millions de personnes. Je pense que si par une signature, on peut empêcher la mort, c'est toujours préférable. Qu'est-ce qui pousse nos dirigeants? Qu'est-ce qui pousse les hommes politiques, généralement de l'Est, qui sont des thuriféraires de la guerre, à refuser que ce processus de paix puisse prospérer? À partir du moment où vous allez commencer à poser la question dans ce sens, c'est là où vous allez trouver pour la raison pour laquelle cette guerre a fait 30 ans. Puisque je vous assure que dans cette guerre, il n'y a pas que les Rwandais qu'il faut voir. Il faut voir d'abord balayer chez nous. Il y a beaucoup des hommes politiques qui ont des groupes armés. Il y a beaucoup des hommes politiques qui sont dans la mafia minière, qui tirent profit de cette guerre et qui ne veulent pas que le processus de paix prospère. Parce qu'un processus de paix, il peut ne pas être parfait, mais il est perfectible. S'il y a la volonté de parler, d'écouter, même pas de parler, parler c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire ici on peut seulement s'écouter mutuellement. Chacun dans ce qu'il a comme revendication. Mais déjà pour le Rwanda, des faits de signer le cessez-le-feu, ça veut dire qu'ils reconnaissent implicitement non, mais il faut bien lire. Il faut bien lire encore. D'accord.
Il faut bien lire les comptes rendus. Je vais vous revenir alors pour que vous puissiez continuer, Maître Thomas Gamakolo. Monsieur Serge Seka, quelle est votre lecture de ce processus de Luanda? C'est vrai que commencé depuis mi-2022, aujourd'hui nous sommes en 2024, 2 ans après, il n'y a pas de solution. Selon vous, qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui empêche qu'on aboutisse à la paix finalement? Ce mécanisme qui a été un mécanisme de trop, à notre avis, était censé assurer, je dirais, un statu quo sur terrain. C'est-à-dire que ceux qui ont pris tel territoire devaient rester là et les autres devaient regarder. Et puis avec tout ce qui est arrivé comme initiative de cessez-le-feu et tout le reste, le mécanisme des douanes s'est porté comme garant. Mais moi, je me dis, il y a des éléments qui échappent à la lucidité de tous ces grands messieurs, de ces beaux mondes, parce que au-delà de la participation, au-delà de l'adhésion, au-delà de la signature, il y a des éléments tels que la ruse, la sournoiserie et les dénis qui sont utilisés par certains membres qui font partie de ce mécanisme, et pour les Rwandais, pour ne pas le citer, et qui font en sorte que même quand on veut créer un climat de confiance, il y a des localités qui tombent, il y a des territoires qui sont pris, et là où je dis que c'est contre-productif pour la République démocratique du Congo, il n'y a rien du tout. Donc il n'y aura pas une sorte de pression, tant qu'il n'y aura pas une forme de sanction contre les gens qui violeraient toutes les attentes, et ça continuera. Ça continuera. Et le Rwanda est dans une forme de déni. Je disais hors antenne ici, il y a ce mécanisme conjoint de contrôle qui a été mis sur pied. Pour vérifier quoi? Bunagana est entre les mains de qui depuis combien de temps? Vous voulez vérifier quoi pour faire quoi? En fait, c'est une forme de distraction. On nous amène dans une sorte de... C'est-à-dire, vous dites à quelqu'un que vous avez faim, il vous demande de vous prouver effectivement que vous avez faim. Oui. Hein? Oui. Quelqu'un vous dites que, en tout cas, ça fait 2 jours que je n'ai pas mangé, et lui te dit, en tout cas, j'aimerais que tu me prouves que tu n'as pas mangé, ça fait 2 jours. Vraiment, c'est nous prendre pour des idiots. Il faudrait, à côté de cela, trouver des mécanismes qui feraient que tous ceux qui prennent part, de quelque manière que ce soit, à cette guerre, puissent avoir des contraintes, puissent voir des sanctions planer sur leur tête, et de manière à les amener, des gré de force, à changer un tant soit peu leur attitude. Sinon, on sera là dans de vœux pieux, on serait là pour attendre la bonne volonté de ceux qui n'ont aucun intérêt à quitter le Congo, aucun intérêt quand un pays comme le Rwanda échange avec les multinationaux autour commerce avec les multinationaux, avec certains pays, avec l'Union européenne, autour de matière stratégique de la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce que l'Angola et Lorenzo pourront apporter au Congo? Parce que le Rwanda est là, est dans un level que nous ne maîtrisons pas. Le Rwanda vient pour faire la figuration. Mais les intérêts... À Rwanda mais pour faire la figuration, le Rwanda ne respecte personne, parce que si le Rwanda signe des accords pour commercer avec l'Union européenne sur les matières stratégiques de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que le mécanisme de Rwanda pourra apporter à cela, changer à cela? Chaque année, le Rwanda, l'armée rwandaise de 20 millions d'euros. Libre à eux. L'Union européenne est libre de commercer avec n'importe quel pays, mais par rapport aux conséquences de leur appui, ils sont comptables de ce qui arrive ici. De la même manière que la France, la Belgique et les États-Unis, en 1994-95, ont refusé d'intervenir pour empêcher les massacres, ils ont porté mais au niveau interne, est-ce que la population, les Congolais, au niveau interne, on a suivi le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Johnny Lubuya, qui a cité même 3 députés comme étant des personnes qui sont des connivences avec Corneille Nangaa. Est-ce qu'au niveau interne, nous-mêmes, nous n'avons pas une certaine responsabilité, après avoir, c'est vrai, en pointant le Rwanda, mais au niveau interne, est-ce que nous n'avons pas nous-mêmes les responsabilités que nous pouvons aussi... Nous devons faire très attention avec des affirmations péremptoires.
qui chargent les uns les autres. Et nous avons des services de renseignement, civils et militaires. Nous avons des services spécialisés ici. Nous avons des cours et tribunaux. Et je salue en passant le ministre Moutamba qui organise les états généraux pour essayer d'apporter ce qui manquait un peu à cette justice-là. On touche du bois pour que cela marche. Tous ces mondes-là sont payés pourquoi? Non, aujourd'hui, je parle sous le contrôle de l'avocat qui est sur ce plateau. Dire des choses sans vérifier sur quelqu'un peut être constitutif d'infraction. Gouverneur militaire de l'ITO. Mais l'autorité numéro 1 de la... Est-ce que si le gouverneur, avec toutes les informations qu'il a, c'est sur les nets, c'est sur les médias qui doit rendre cela, ou c'est un ras-le-bol, il lui dit, bon, qu'on le dise, et ce qui arrivera arrive, quoi. Donc, non, je pense que ce n'est pas la meilleure façon de faire. C'est pas la meilleure. Si on veut parvenir au résultat. N'est-ce pas là aussi peut-être une manière de désorienter l'opinion publique par rapport au vrai problème? Parce que le vrai problème aujourd'hui, qui met l'argent sur la table pour que la présence militaire soit toujours là? Je ne parle pas de ceux qui sont combattus sur le terrain, parce qu'on peut payer les mercenaires de tout bord. Mais qui achète les engins, le fusil d'assaut, toute la logistique, qui? Et c'est cette entité-là qui, à mon avis, serait le responsable de massacre et de tout ce qui se passe au Congo. Mais imagine que ces gens-là ont la capacité aujourd'hui de vendre des minéraux qui coûtent des milliards, beaucoup d'argent sur le marché, au vu eux aussi de ceux qui font semblant d'intervenir pour la paix, de nous imposer de cesser le feu. Vraiment, c'est nous prendre pour des idiots. Et je suis étonné que nous continuons, nous, RDC, à adhérer, à croire, à faire comme si on était des idiots. On ne l'est pas. On ne l'est pas. On va faire et qu'il faudrait vraiment passer à un autre niveau pour trouver des solutions. Merci beaucoup pour votre intervention. Monsieur Mike Gardidiana, quelle est votre lecture? Qu'est-ce qui cloche? Ça fait presque 2 ans que nous sommes dans ce processus. Mais apparemment, la situation sur le terrain n'évolue pas. Qu'est-ce qui cloche, selon vous? Je crois qu'il n'y a rien qui cloche, si ce n'est la vérité de fait. C'est quoi la vérité de fait? C'est qu'on est dans un contexte où la dynamique, on l'a évoqué autour de cette table, cette communauté internationale qui parraine cette médiation veut à ce que la RDC rentre dans un schéma traditionnel. C'est-à-dire négocier, faire de concessions et passer à autre chose. C'est vrai, c'est un processus qui cherche à instaurer une paix dans la partie est de la République, mais une paix au détriment des intérêts de la RDC. À la limite, on nous en oppose comme argument, c'est la sacralité de la vie humaine. Oui, mais en tant qu'État, il faudra prendre les choses dans le bon sens. Et cette paix-là n'est pas une paix définitive parce que ce n'est pas la première fois qu'on se retrouve autour d'une table pour négocier. Pourquoi les choses n'avancent pas? Les choses n'avancent pas parce que la RDC aujourd'hui a décidé d'échanger son prisme sur cette question-là. Et malheureusement, c'est quelque chose qui n'est pas compris ou encore qui n'est pas prêt d'être accepté par les autres. La RDC aujourd'hui a refusé d'être le dindon de la farce. Ça veut dire qu'on arrive dans des négociations où le combat, c'est des guerres par procuration. On congolise la guerre en mettant à la tête des commandants ou encore de commanditaires. Oui, on congolise la guerre, c'est ça la vérité de fait. On congolise la guerre, on va le faire passer pour un ras-le-bol politique en interne ou encore un problème d'ordre territorial, alors que dans le fond, ça sert les enjeux au niveau international. Mais déjà en interne, il y a des contradictions. Quand vous suivez cette déclaration de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mbosso, qui demandait à certains députés de quitter le groupe armé, vous avez des dénonciations du gouverneur militaire qui cite même des noms. Il a cité Irachan, il a cité, le nom m'échappe, un député national, aujourd'hui qui ne sont pas inquiétés. Déjà, peut-être au niveau interne, on ne parle pas le même langage. Sous quelle base on va définir la vraie position de la RDC? Je ne sais pas, quand vous dites il y a une contradiction, pour moi il n'y a pas de contradiction. C'est une vérité de fait. Le problème maintenant, quand vous dites ils ne sont pas inquiétés, c'est que quand il faut judiciariser une affaire, il faut en avoir suffisamment de preuves. Mais on sait aujourd'hui, il est connu des différents services, et malheureusement, quand je dis congolisé, il y a une bonne donne politique en interne. Que ce soit dans le rang de politiques qui se cachent derrière certaines humanités ou autres, que ce soit dans le rang de militaires, qui généralement servent justement ce que j'ai appelé la congolisation de la guerre et donner une dimension territoriale, une dimension politique à cette question-là. Et aujourd'hui, la RDC a refusé d'être cet État, cet dindon de la farce qui se retrouve autour d'une table pour
son propre sol, pour ses propres intérêts, s'est retrouvé amputé de ça juste pour plaire à une certaine communauté internationale. La RDC a décidé d'aller dans une dynamique de retrouver une paix assez durable, qui ne tombe pas par le compromis. J'aime toujours le dire, j'aime citer en exemple. On est arrivé ici, je crois 2013, si j'ai bonne mémoire, avec le M23, qui ont pris le contrôle de Goma. On est arrivé par nos forces militaires, avec un peu d'aide logistique de la MONUSCO, à de faire le M23. Mais le comble est que même quand militairement on a été ascendant, on s'est retrouvé à Addis Abeba, on s'est retrouvé dans les accords d'Addis Abeba. On s'est retrouvé dans des accords alors qu'on était dans un contexte, dans un positionnement de force. Ça, encore une fois de plus, c'est cette posture-là du larbin que le Congo a depuis toujours, et cette communauté internationale qui sert du Congo comme étant une réserve mondiale. Et aujourd'hui, le Congo veut s'émanciper de cette considération de choses, mais ce qui est compliqué, c'est que le Congo s'y prend un peu mal. Comment? Parce que, comme d'habitude, on est dans la logique, dans notre ADN, on aime l'immédiateté qui est incompatible avec tout ce qui est structurel. Les structurels est incompatible avec l'immédiateté. C'est-à-dire de choses à ces dimensions-là, ça se prépare progressivement. On ne renverse pas un rapport de force qui existe depuis près de 60 ans, juste avec des simples positions et des simples déclarations. Avant combien de temps? Non, c'est ce que je dis. Aujourd'hui, malheureusement, la plupart, cette stratégie est connue de tout le monde et l'ennemi sait exactement que si la RDC veut arriver, c'est donner les moyens de sa politique, voilà là où il doit toucher. Il faut réformer son armée, qui, pour moi, est la plus grande porte pour le faiblesse. Parce que dans le rapport étatique, surtout dans un contexte de guerre, la meilleure façon pour pouvoir négocier en position de force, c'est être à même de pouvoir imposer sa puissance de feu. Et à ce niveau-là, la RDC se retrouve dans une position assez délicate parce que au sein même du commandement de son armée, il y a beaucoup qui jouent le jeu de l'extérieur. Ça, c'est une vérité de fait. Et malheureusement, aujourd'hui, on a affiché cette volonté de pouvoir aller vers une paix durable qui passe par n'est pas forcément faire une concession, n'est pas laisser les autres se servir du sol congolais pour les enjeux à la fois économiques et géopolitiques pour leurs États, c'est le cas du Rwanda, et n'est pas laisser les autres jouer à la fourberie. Le cas de l'Ouganda, qui souffle le chaud, souffle le froid. Et j'ai toujours dit, dans un conflit entre la RDC et le Rwanda, l'Ouganda ne sera jamais pour nous au regard des intérêts, mais aussi au regard des affinités. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour la RDC selon vous? Parce que vous dites que la RDC s'y prend un peu mal. Ouais. Déjà, quand on remarque que malgré tout ce qui a été pris comme décision par les deux États sous la médiation angolaise, le Congo continue de perdre. Ouais. Perdre non seulement les populations, les terres, mais aussi les déplacés internes qui sont massifs, qui souffrent. Une décision forte aujourd'hui, ça serait quoi pour... C'est vrai, vous ne voulez pas l'immédiateté, il faut que ces choses prennent en longueur, prennent dans du les temps. Les structurels n'est pas compatible avec l'immédiateté. On ne résout pas un problème qui dure longtemps juste par une simple déclaration à l'instantanéité. Mais qu'est-ce qu'il faut selon vous? La première de choses, et j'ai deux solutions, je l'ai toujours dit. La première de choses, c'est qu'aujourd'hui, la RDC doit arrêter de croire. Il faut appliquer l'adage d'Albert Einstein qui dit qu'il ne faut jamais compter sur ceux qui ont créé le problème pour pouvoir le résoudre. Il faudra qu'à un moment donné, qu'on arrête de croire naïvement à la bonne volonté des autres. Il faudra qu'on arrête de croire parce qu'il suffit de suivre les déclarations, les recommandations et autres. Tout le monde converge, nous ramène vers une négociation. Une négociation sur base de quel terme? Je ne vais pas voter. Nous sommes en négociation. C'est un débat de sourds. Vous appelez ça négociation, ce n'est pas une négociation. Parce que vous êtes autour d'une table, une négociation où la RDC a la principale recommandation de la RDC n'est pas prise en compte. On veut bien négocier, mais commencez par retirer vos forces du sol congolais. Mais eux-mêmes, quand vous suivez les chefs c'est la principale, de la mission, les missions diplomatiques rwandaises, le ministre, son nom est un peu compliqué, Paul, quelque chose comme ça, le ministre rwandais des Affaires étrangères, il dit que la vraie solution passera par les négociations directes entre Kinshasa et les M23. Comment vous interprétez ça? Ça, c'est le schéma qui a toujours été appliqué depuis toujours. La question, c'est oui, si la solution passera par les négociations directes entre la RDC et le M23, la question c'est, qu'est-ce que le Rwanda vient faire dans ce conflit? Et croyez-moi, ce n'est pas la RDC qui a invité le Rwanda à degré. Okay. Et moi, je comprends pourquoi on est dans le schéma de ce que vous appelez congolisé. Le Rwanda a toujours, dans sa dimension de profondeur stratégique, nié toute implication, même si les faits. Vous savez, le premier à révéler ça, ce n'est pas la RDC. Vous lisez tout le rapport des Nations Unies, on vous dirait toujours qu'il y a eu une implication du Rwanda avec des éléments à l'appui. Mais le comble est que quand il faut négocier, les mêmes experts des Nations Unies changent de posture.
Et c'est là où ça devient compliqué. Comment c'est un problème? Parce que Ouais, un rapport des Nations permets-moi. Unies qui n'a jamais été traduit en résolution, ça pose problème. Oui, mais on rentre dans un schéma. Comment vous voulez qu'on traduise aussi de fait un rapport à une résolution? C'est quoi une résolution? Non, mais une résolution est un pacte qui est signé par tous les parties prenantes. Ou si pas signé, qui reçoit l'adhésion et l'engagement des différentes parties prenantes, de ceux qui sont concernés par la question. Conseil de sécurité. Et notamment, ça passe par, dans la dimension institutionnelle, par le Conseil de sécurité, les différents partenaires se mettent d'accord. Mais le problème n'est pas à ces niveaux-là. Le grand problème, comme je vous ai dit ici, par exemple, la question que vous posez, c'est comment faire. J'ai proposé deux solutions. La première, pour moi, aujourd'hui, c'est que la RDC doit se prendre en charge. Et j'ai toujours dit, ça, c'est la solution militaire. Comment la solution militaire? Puisqu'aujourd'hui, les différents rapports attestent que le Rwanda est l'État direct qui passe par d'autres voies pour agresser la RDC, et appliquons le principe de réciprocité. Si le Rwanda est à même de pouvoir inféoder, infiltrer la RDC, nous mettre à genoux, faisons pareil. Commençons par nous aussi créer de l'instabilité au Rwanda, et on verra quelle sera la posture de cette communauté internationale. Ce qui veut dire que quand on se retrouvera autour d'une table, écoute, si vous voulez, je vous demande de quitter Bunagana, moi aussi je quitte Gisenyi. Merci bien. C'est comme ça qu'on engage un rapport de force. La deuxième solution aujourd'hui, c'est, si on veut contourner le Rwanda, c'est accepter de brader les richesses de la RDC auprès de ces différentes puissances qui en tirent profit exactement. Il faut amener la question de la dimension économique, mais il faut accepter que le Congo perde l'essentiel. Et vous voulez les exemples? Si aujourd'hui, on ne parle jamais révision constitutionnelle au Congo-Brazzaville parce que la France a presque le monopole, le contrôle de tout ce qui est ressources naturelles. En termes, le peu d'énergie fossile ou encore le carburant que le Congo-Brazzaville a, c'est la France. C'est-à-dire qu'on ne leur impose pas au nom changement de constitution, mandat, fin mandat, démocratie, ils en foutent tant qu'ils ont de l'intérêt. Alors, soit on choisit ce schéma-là, soit si on veut aller s'émanciper convenablement, la solution militaire est notre seule porte. La solution militaire est notre seule porte si on veut s'émanciper convenablement. Alors, maître Thomas Gamakolo, Bunagana, c'est carrément au carrefour entre le Rwanda, l'Ouganda et la RDC, mais un peu plus proche de la RDC et l'Ouganda. C'est la frontière, c'est la cité frontalière. L'implication de l'Ouganda. Voyez-vous l'Ouganda avoir une implication comme celle du Rwanda dans cette insécurité? Bon, écoutez, tout d'abord, vous avez constaté, après le tour des tables, que ce que j'avais dit, y compris les intellectuels congolais, ils ne veulent pas laisser la chance à la paix. Vous voyez, tout le monde pense que négocier ou dialoguer suppose qu'un État ne se dotera pas des moyens de défense. Pour se doter des moyens de défense ou de protection du territoire national, on n'a pas besoin de les faire envers et contre le Rwanda. Tous les pays, alors les pays qui n'ont pas le Rwanda pour voisin, ils n'ont pas d'armée. Une armée, c'est quelque chose qui est institutionnel, ça existe, c'est prévu dans la Constitution. La mission même de l'armée, la mission normale de l'armée, c'est de protéger le territoire en tout temps. Que le Rwanda soit hostile ou pas, nous devons avoir une armée. Le problème ici, non, on a déjà. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de, comme on dit, de game changer. Donc des armes miracles qui vont changer directement la guerre sur les plans stratégiques. Non, nous avons fait la guerre, nous le faisons toujours. Même au moment où nous parlons, ne croyez pas que l'armée n'est pas mobilisée. Ça fait 2 ans, je rétorque pour ceux qui pensent qu'il n'y a que la guerre qui peut nous donner l'indépendance. Ça fait 2 ans que nous faisons la guerre. On n'a jamais dit que le Congo ne fait pas la guerre. Le Congo fait la guerre. Vous n'avez pas entendu parler de la montée en puissance? Vous connaissez pas, vous ne savez pas que notre armée s'arme, s'équipe, on forme, il y a des militaires. Le problème ici, c'est le problème de la lassitude. Lorsqu'on applique, pourquoi est-ce qu'on nous impose de négocier? Il faut qu'on le dise. C'est-à-dire que la guerre s'enlise. Et non seulement que la guerre s'enlise, mais elle cause beaucoup de décès, parce que ce sont des millions de morts, des millions de déplacés. La plupart des gens qui sont des tiriférés de la guerre, c'est dans nos plateaux, dans les salons. Ce n'est pas comme en Ukraine où vous allez voir les ingénieurs au front. Ici, il y a des gens qui aiment la guerre, mais à Bandal. Il aime la guerre à Bandal, à Chibangu, en train de boire sa petite à quartier. Mais il aime la guerre là. Personne n'y va. Il y a des gens qui meurent réellement. La guerre n'est pas une bonne chose, c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose. Voilà pourquoi on vous a laissé vous battre. Nous nous sommes battus.
Et nous continuons à fournir des efforts pour renforcer. C'est pas la solution. Cela n'exclut pas les volets politiques. Toutes les guerres, les grandes guerres du monde, mon co-débatteur de mes côtés, finissent sur la table des négociations. J'ai entendu dire ici que non, mais comment se fait-il qu'on avait l'ascendant sur les M23 et puis on va faire encore les accords d'Addis Abeba? Mais parce qu'il y a des causes. Il y a des causes profondes de cette guerre. Les problèmes économiques que semblent inférer les gens ici, évoquer les gens ici, n'est pas l'unique raison pour laquelle il y a une guerre. À un moment, on disait que le Rwanda voulait faire la guerre au Congo parce qu'il avait des visées territoriales et qu'il voulait faire l'empire, reconstituer l'empire Imatuti et donc reconstituer le royaume Rwanda et tout ça. Pour la balkanisation. On parlait de on ne parle plus de la balkanisation, maintenant on parle de la guerre pour les minéraux. Mais les minéraux de l'Est sont exploités par qui? Il faut connaître la situation. On a plus de 300 groupes armés. Je le dis toujours. On a plus de 300 groupes armés et tous ces groupes armés ne rendent pas compte au gouvernement du Congo. Tous occupent des territoires où il y a des minéraux, ils l'exploitent. Il y a une mafia minière dans laquelle vous allez voir qu'il y a peut-être même des officiers là-dedans. Il y a des groupes armés qui sont là-dedans, des Nyatura et tout ça. Pas que les M23. C'est-à-dire que les gens pensent que la situation de l'Est, c'est résume l'insécurité à l'Est. Les déclarations du M23 sont un peu particulières. Quand vous suivez revenir maintenant à l'Ouganda, leurs responsables, quand vous suivez les communicateurs du M23, ils disent très bientôt nous irons à Kinshasa pour soi-disant chasser le pouvoir en place. Les autres groupes armés, ils sont Est-ce que c'est crédible? Moi, je vous dis, ça fait combien de temps que les M23 occupent ces localités? Est-ce qu'ils ont même pris gomme? Vous pensez qu'il suffit de les dire pour arriver à Kinshasa? Ce n'est pas évident. Dans tous les deux camps, il y a eu beaucoup de pertes en vies humaines. Je ne pense pas que les M23 peuvent faire une action qui peut être un tournant stratégique majeur au point d'arriver à Kinshasa. Et même l'idée selon laquelle le Rwanda peut occuper le Congo, moi, ça me fait toujours rire. Parce que le Rwanda a combien de troupes, d'hommes de troupes? Peut-être 30 000. Le Congo, c'est combien d'hommes de troupes? C'est plus de 100 000. Le Congo, c'est plus de 2 millions de kilomètres carrés. Le Rwanda, c'est 26 000 kilomètres carrés. Ils sont à 13 000, nous sommes à 120 millions. Vous pensez que le Rwanda peut avaler le Congo? Ça, c'est une chimère. Moi, je n'accorde aucun crédit quand j'observe à cette théorie selon laquelle le Rwanda fait une guerre territoriale, parce qu'il sait très bien que rien que pour occuper la ville de Goma. Pourquoi ils font la guerre? Une ville de Goma, de 2 millions de personnes. Le mobile, c'est quoi? Le problème ici, c'est pourquoi on a créé. Je réponds à la question que mon co-débatteur d'en face a posée, mais contrôler pour une commission, le mécanisme de vérification ad hoc renforcé, pourquoi faire? Mais c'est justement pour vérifier ces allégations, vérifier la présence des troupes rwandaises. On ne peut pas condamner, parce qu'on a dit qu'il faut condamner tout ce qui... Mais pour condamner, il faut vérifier. Ils ont dit ici que quand vous avez évoqué les problèmes du général Luboya qui a cité des gens qui sont... Ils ont tout de suite dit non, il n'y a pas de preuves, il faut vérifier. Mais c'est la même chose. Quand on dit que le Rwanda est au Congo, que le Rwanda nie, pour qu'il n'y ait plus de discussions, c'est la raison pour laquelle, dans les communiqués du Rwanda, on a prévu les mécanismes de vérification ad hoc renforcés. C'est-à-dire qu'il y aura 18 militaires angolais, 3 militaires congolais, 3 officiers congolais, 3 officiers rwandais, et il y aura 3 officiers de liaison rwandais pour confondre quiconque intervient. Parce que là, on va vous dire Clément, voilà. Mais il y a les rapports de l'ONU. Il y a les rapports de l'ONU. Les rapports de l'ONU. Il n'y a pas que le rapport. Les rapports de l'ONU sont liés. On avait encore jusqu'à preuve du contraire des militaires rwandais en prison, en tenue. Ouais. Je complétais juste l'information du présentateur. Les rapporteurs de l'ONU sont des êtres humains comme vous et moi. Ce ne sont pas des dieux. Et d'ailleurs, je vous informe qu'ils se sont beaucoup embourgeoisés là-bas. L'ONU fait un rapport tantôt dans ce sens, tantôt dans l'autre. Ils font aussi des rapports qui a les FDLR, ils font des rapports que l'armée congolaise traite avec. Ils font des rapports dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester au Congo. Ça fait plus de 20 ans qu'ils sont là. L'ONU, quand il arrive quelque part, il ne part plus. Et même les rapporteurs là, se sont tellement embourgeoisés qu'on ne peut pas prendre leurs paroles pour de l'argent comptant. Voilà la raison pour laquelle, comme le Rwanda nie et que le Congo affirme, on a créé, pour répondre à sa question, ces mécanismes de vérification ad hoc pour confondre les uns et les autres dans leurs dires et observations. Par rapport à l'Ouganda, l'Ouganda est un pays qui a toujours participé à toutes les guerres que le Congo a connues depuis 1996. La preuve que lorsqu'on a attaqué le Congo en 1996, il y avait l'Ouganda, le Burundi et le Rwanda. Mais comme l'Ouganda
le mot de l'Ouganda n'est pas un carburant idéologique, n'est pas un carburant politique pour se faire élire. On ne cite jamais l'Ouganda. Au contraire, on fait des accords avec l'Ouganda. Ce qui est bien. Pourquoi? Parce qu'il faut parler avec ses ennemis. Et l'Ouganda, on ne parle pas qu'avec ses amis. Ouais. On parle aussi avec ses ennemis. Dans le cadre des négociations, vous n'allez pas négocier avec un ami. Vous allez négocier avec quelqu'un qui vous est hostile. Et à partir du moment où vous négociez, il faut avoir la volonté de changer de paradigme dans votre façon de penser. Parce que si la guerre pouvait finir cette affaire, il y a 30 ans que cette affaire serait finie. Très bien. Mobutu a laissé cette guerre. Laurent Désiré Kabila a laissé cette guerre. Joseph Kabila a laissé cette guerre. Et je parie que si nous continuons dans cette logique de toujours les armes, sans chercher à utiliser notre intelligence pour pouvoir trouver des solutions pacifiques, même le président actuel laissera cette guerre. Merci bien, Maître Thomas. Mais moi, quand j'arriverai, je ne laisserai pas. Gamakolo. Bon, alors, la guerre pour vous n'est pas une solution. Il faut plutôt une solution diplomatique, solution concertée. Voilà, on a compris. Bon, et puis, il faudrait quand même, avant que vous passiez la parole, non, quand on parle de je vais vous repasser la parole. je vais vous passer la parole, ne vous en faites pas. Vous aurez la parole, vous allez parler. Alors, M. Serge Nseka, il y a eu un communiqué final de la 5e réunion de Luanda. Bon, il y a eu... c'était signé le 12 octobre 2024. Contradiction des parts et d'autres. Madame Toulouka dit... Pour la première fois, le Rwanda accepte de retirer ses hommes du territoire congolais. Information rapidement contredite par les officiels rwandais, en premier le ministre des Affaires étrangères. Ça laisse l'opinion dans un certain flou artistique. Je crois que c'est inquiétant ce que nous venons d'entendre ici. Un pays qui est partie prenante à la guerre, à la crise sécuritaire en RDC, a les droits de refuser les rapports des experts sur terrain. Et sur base de ça, on met un comité conjoint de contrôle. Mais ça, c'est grave. On est Congolais, maître, ou on est Rwandais. Vous prêchez pour quelle chapelle? Le Rwanda a le pouvoir de réfuter, De remettre en question. Le rapport depuis Et plus de 95 plus de 20 jusqu'à ans. présent, et vous le concédez sur un plateau de télévision, maître. Nous sommes Congolais avant tout. S'il vous plaît, si vous voulez avancer sur ces questions-là, je ne sais pas pour qui vous roulez, je ne vais pas vous prêter des intentions loin de moi, mais je vous dis, c'est gravissime ce que vous venez d'avancer. Vous savez, vers les années 40, quand le gouvernement de Vichy en France voulait capituler. Ça, c'est du terrorisme intellectuel argumenté. J'ai donné les arguments. Je vous ai montré. Oui, mais vous êtes en train de parler de moi. J'ai la parole. Sujet. Vous n'avez apporté aucun argument parce que je suis en train de résumer. Les mécanismes de vérification ad hoc, c'est pas moi qui l'ai créé. Les Angolais roulent pour qui? Vous avez parlé. L'Angola roule pour qui? Parce que c'est en Angola où nos négociateurs ont signé. Ils ont signé ces communiqués qui a donné lieu à cette. S'il vous plaît. On a reçu le ministre des Affaires étrangères, si invitation de la République démocratique du Congo. C'est moi qui donne la maintenant que parole. même ce général roule pour le Rwanda. Il ne faut pas aller dans ce sens-là. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est moi qui donne la parole. parole. On vérifie. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, mais là, c'est quand même important parce qu'il est... Non, s'il vous plaît. Non. On doit gagner le temps. Je suis analyste. Je ne peux que constater. On doit gagner le temps. C'est pas question de rouler pour quelqu'un. S'il vous plaît, Maître Thomas Gamakolo. Vous avez déjà parlé. Laissez votre... Vous aurez la parole, ne vous en faites pas. Vous pouvez noter, vous allez répliquer. Je peux parler? Allez-y. Et protégez-moi. Je n'ai pas dit que vous roulez pour qui. J'ai dit je me pose la question. Il y a une nuance. Parce que vous nous avez expliqué sur ces plateaux, et je pense que j'ai la liberté d'analyser vos analyses. C'est pas une analyse. Permettez-moi, c'est pas le bout de papier qui est la vérité, parce qu'il y a des rapports des experts sur terrain qui ont confirmé depuis la nuit des temps l'implication du Rwanda à tous les niveaux, et que vous voulez venir battre. Je ne discute pas avec vous, papa. J'arrête, je laisse mon temps de parole au maître Thomas. Que vous voulez nous expliquer ici, comme le Rwanda a refuté tout cela, non, c'est pas ça. Ce qui a été confirmé reste. Le Rwanda n'a pas le droit, n'a pas l'autorité de régner ces rapports-là parce qu'il s'agit des vies des Congolais, des millions de Congolais qui ont été fauchés. Cher ami, je ne m'attaque pas à vous, je suis en train de parler de faits.
Autant que vous, peut-être, mais moi, je prends l'autre bout. Je parlais de Vichy, de la France. De Gaulle avec un groupe se sont exilés en Angleterre pour faire la résistance. Malgré les accords signés de capitulation et tout, c'est la liberté, la voie de la liberté. Cette minorité-là qui s'est imposée. Avec l'appel de Brazzaville. Brazzaville, ici à côté, a été la capitale de la France libre. Vous savez pourquoi? Parce que des consciences de Français, la grande majorité silencieuse, n'avaient pas le moyen d'agir, mais étaient contre ce qui s'est passé là. Et la volonté du peuple gagne toujours. C'est ce qui est arrivé en 1945. Hitler a été... Les gens peuvent rêver. Le Rwanda peut rêver. L'Ouganda peut rêver. Mais c'est rien face à la volonté de cette majorité silencieuse qui veut la paix. On ne négocie pas avec n'importe qui. On ne négocie pas dans n'importe quelle position. On ne négociera jamais. Allez les répéter à ces gens-là avec les M23. S'il vous plaît. On répétera, on négociera. On négociera. Je vais aller lui répéter ça en tant qu'équipe. Je suis en train d'analyser parce que vous faites des analyses aussi dans d'autres plateaux. Vous pouvez les répéter. C'est du terrorisme intellectuel. C'est votre Quand mot. on est pour la paix, on roule pour le Rwanda. Quand on est pour les négociations, on roule pour le Être pour la Rwanda. paix, c'est pas aller négocier avec. Quand on est pour la guerre, on roule pour le Congo. Être pour la paix, ce n'est pas accepter de se faire rouler. Pardon. De se faire rouler dans la farine à tout moment parce que nous avons l'expérience d'Anne. Ne l'attaquez pas à lui. Non, je ne m'attaque pas à lui. Va dire aux autres. Oui, oui. Je vais dire quoi. J'ai donné, mais pourquoi ça vous Non, ça ne me offusque? ça ne m'offusque. J'ai donné un exemple Oui. pour la paix. Les gens ont refusé. De Gaulle s'est enfui en Angleterre et même ici à Brazzaville où il a lancé l'appel à la résistance. C'est l'histoire qui nous enseigne ce qui s'est passé. Oui. Au jour d'aujourd'hui, le Rwanda peut avoir l'ascendant sur terrain, sur le plan tactique, autant que Hitler vers les années 40 en Europe, mais il finira pas par gagner. Je ne m'adresse pas à lui. Je parle par Non, par quand vous rapport- me demandez je me- d'aller leur dire, Non, mettez court. vous avez ça à S'il moi. vous plaît. Mais ça, c'est une digression, cher ami. Soyons- Est-ce soyez élégants. on peut pas blaguer? Soyez élégant, s'il vous plaît. Ah, ça c'est une blague. On peut S'il pas vous blaguer. plaît. Non, Mais ne prenez pas la c'est- parole. c'est la Ne coupez pas la subtilité parole. de la langue. À un certain moment, on est là, on le dit de manière détachée. C'est-à-dire, moi, je rentre pas avec des tripes là-dedans. Mais il s'agit de nous, il s'agit de notre avenir, Mais il qu'est-ce s'agit qui de l'avenir empêche, de nous. mais qu'est-ce qui empêche aujourd'hui, parce qu'il y a ces rapports-là des Nations Unies, qu'est-ce qui empêche aujourd'hui aux Nations Unies de prendre une résolution qui condamne effectivement le Rwanda? Eh bien, comme on le voit un peu avec la Russie, comme on le voit Non, avec... nous pensons, qu'est-ce qui nous empêche pensons que nous autres là, notre solution doit venir des autres. Comme les Belges étaient venus ici, ils ont fait la boulevard du 30 juin, ils ont fait Collège Boboto, ils doivent continuer à venir. Non, nous devons être matures. Qu'est-ce que le Rwanda fait? Le Rwanda est parti d'où pour arriver là où il est? Nous, on occupait une position stratégique dans la sous-région. Pourquoi on l'a perdu? Parce que ce que le Rwanda propose, nous l'avons. Diana venait de le dire tout à l'heure. Nous pouvons négocier, nous pouvons frapper ces gens-là dans leur portefeuille. Nous pouvons proposer mieux que le Rwanda. Le problème, en ce moment, c'est nous-mêmes Congolais. Nous devons faire une autocritique pragmatique. Le problème est congolais. Mais non, par rapport à la recherche de solutions. Oui. Parce que nous voulons reposer nos choix Oui. sur les autres. Ils ont dit, ils n'ont pas dit. Parce qu'on voit comment l'Ouganda, parce que vous avez posé la question de l'Ouganda, oui. souffle le chaud, le froid. L'Ouganda qui est là, qui vient pour négocier, faire une ligne de la route pour des échanges commerciaux entre les deux pays. Mais en réalité, c'est l'Ouganda qui a tué les gens avec le Rwanda à Kisangani. C'est le Rwanda qui a permis l'entrée à Bunagana. C'est l'Ouganda. Et quand vous entendez les déclarations du chef d'état-major, le fils Museveni, ce qu'il dit sur le Congo, il n'y a aucun respect. Et comment nous, on peut prêter foi à ces gens de personnages, à ce genre de pays, parce que le pays est représenté aussi par leurs dirigeants. C'est à nous de recadrer, D'accord. de chercher, Donc, en principe, de Rwanda chercher ce qui devrait- peut faire mal aux autres. Chercher la réciprocité. Non, on va être politiquement correct jusqu'où? Il faut la guerre. Mais s'il est faux, la guerre, ce n'est pas seulement sur le front militaire, sur le terrain, sur tous les fronts, économique, médiatique, stratégique, diplomatique. D'accord. Si on parle, parce que
Le plus grand perdant dans ces conflits, c'est qui? C'est la République démocratique du Congo, plus de 12 millions de morts. Même pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce n'était pas à ce niveau-là. Le nombre de cette comptabilité macabre. Alors comment on peut faire semblant comme si tout était beau, tout était bien? Merci bien, M. Seka. Je vais vous repasser très incessamment la parole. On va proposer des solutions. On est en train de... voilà, on va prendre le dernier tour de table. Mais vous allez revenir, vous allez finir... je vais repasser vers vous encore une fois. Monsieur Diana, Monsieur Mike Gardi Diana, parlons de l'Ouganda, parce que c'est la question que j'ai posée à M. Serge Seka, à M. Thomas Gamakolo. Tous sont unanimes que l'Ouganda joue le chaud et le froid. Comment expliquer que, étant donné que l'Ouganda est impliqué dans cette insécurité, pourquoi l'Ouganda n'est pas à Luanda pour aussi... pourquoi le gouvernement congolais ne tire pas tellement sur l'Ouganda que sur le Rwanda? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez posé la question, vous êtes revenu sur un élément que j'ai déjà évoqué ici. Si le Rwanda se retrouve en position de protagoniste, c'est parce que le Rwanda l'a voulu dès le départ. C'est vrai que s'il faut être historiciste, vous verrez que l'Ouganda a toujours été impliqué dans les agressions de la RDC depuis toujours. C'est pourquoi j'ai dit à un moment donné, dans un conflit entre la RDC et le Rwanda, il est difficile de faire adhérer l'Ouganda dans la cause de la RDC. Nous, on a tenté. Pourquoi on a tenté? Et vous vous souvenez que tout récemment, ici, il y a eu un petit conflit entre l'Ouganda et le Rwanda, et que la RDC, dans son approche diplomatique, c'est là où on est allé conclure les accords conjoints des défenses, on a tenté par la stratégie d'isolement de pouvoir se mettre l'Ouganda de notre côté, mais sans tenir compte sur le passé énorme qui pèse entre les deux États. Le passé ou le présent? Le passé, non, le présent, je reste dans le passé. J'aime le une phrase de Charles Nana dans le cause du Congo qui dit « Pour mieux comprendre les enjeux de la guerre de l'Est, il faut l'inscrire dans son cadre historique. » Dès lors qu'on sort de ce cadre-là, les faits sont changeants. Et il est possible qu'on vous impose un formatage dans le contexte de cette guerre-là. Ça veut dire quoi concrètement? Cette guerre-là, il faut recouper les différents événements pour savoir jusqu'où on veut aller. Vous savez, je n'ai peut-être rien, moi j'aime pas quand ça commence à devenir très personnel. Mais au départ, quand on a parlé, moi j'ai entendu Maître dire, vous savez, la difficulté même des intellectuels congolais, même sur ces plateaux, ils sont réfractaires à la négociation parce qu'ils pensent qu'il n'y aura pas de solution à ça. Mais c'est pas ça. Je veux poser la question. Il parle de quel type de négociation? Peut-être c'est à ce niveau-là que vous... heureusement. Vous devez le comprendre. Non, heureusement. La question c'est quel type de négociation? Et oui ou non, avons-nous déjà eu des négociations avec qui, autour de quoi? Merci pour la question. Il y a une question fondamentale qu'on s'était posée. Je préférais reprendre cette question-là et que j'aimerais qu'on trouve une réponse. La question que vous avez posée, c'est pourquoi la mauvaise foi de zone? Non, la question c'est pourquoi par la signature, les différents partis en présence ne veulent pas arrêter le massacre qu'il y a à l'Est. Est-ce que la RDC n'a jamais apposé sa signature sur un accord justement pour mettre fin à cette guerre? On a fait plusieurs fois. La question c'est que pourquoi la même guerre, pour avoir signé autrefois, nous revient au visage constamment? Pourquoi dans la même guerre, on accepte, je prends un exemple, le processus DDR, de démobilisation. Tous les autres groupes armés acceptent de démobiliser calmement, mais le groupe M23 décide de rester cantonné. Ils vont déposer les armes, mais ils préfèrent rester groupés et choisissent même la zone de localisation. Laissez-nous à telle zone, on ne veut pas aller, ni à Kinshasa ni ailleurs. Ils imposent les règles des jeux. Pourquoi? Et c'est dans quel accord? Le Rwanda n'a jamais... Le M23, je vous ai toujours dit, depuis toujours, c'est un groupe homogène qui est resté compact depuis 2013. Mais les trois sont au groupe armé. Pourquoi il y a un Je veux arriver. Pourquoi un fixisme? Justement, je veux arriver. Quand vous parlez des autres groupes armés, vous savez, Dan, je le dis ici, il est peut-être possible que Mzee Laurent Désiré Kabila ait accentué cette approche, ce système d'autodéfense mal compris par certains Congolais qui aujourd'hui prend de tournures assez compliquées. Mais la plupart des groupes armés là-bas étaient nés dans l'idée de l'autoprotection. Et comme je vous ai dit, oui, l'autodéfense si vous voulez. Mais comme on est dans une guerre hautement stratégique, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut s'inscrire dans le cadre historique. Et c'est exactement dans l'idée que Serge Nseka a évoquée autrefois.
Quand vous êtes dans une trilogie où le contexte s'abîme, où il y a beaucoup de facteurs qui entrent en compte, la plupart de ces groupes ont changé leur cahier des charges en cours de route. Pourquoi? Parce que les vrais instigateurs de cette guerre ont compris que la meilleure façon de congoliser, c'est aussi donner une dimension territoriale à cette bataille. Inféoder les différents groupes armés, leur donner d'autres orientations. Et dans ces cas-là, purement économiques. Pourquoi je veux justifier le fait que la plupart des groupes armés qui rentrent dans ces dynamiques restent dans l'approche souvent économique sans vraiment comprendre les implications régionales derrière cette guerre-là. La question, c'est la plupart qui exploitent. Je suis d'accord avec Maître quand il parle de l'exploitation illégale de minerais. La question, c'est qui achète dans un contexte de guerre. On ne se pose pas la question. Et où? Moi, je peux vous citer, moi je connais des exemples de marché. La Tanzanie, la Zambie, l'Ouganda, le Rwanda, il y a des marchés de minerais, du sang du Congo. Il y en a. La question, c'est qui achète? Et la question fondamentale, j'y reviens encore. On peut rentrer, on dit que le Congo fait la guerre. Je suis d'accord, dans la forme, c'est une guerre. Quelle nature de guerre? Une guerre de résistance. On est attaqué sur notre propre sol, on résiste. Quand moi je parle de ces dimensions de la guerre, je ne suis pas dans ces dimensions-là. On me dit, la négociation, oui, n'est pas indispensable. Ok. Mais posez la question aux États-Unis d'Amérique, pourquoi ils ne négocient pas avec les terroristes? 23, on doit... Bon, c'est pas non. C'est le gouvernement qui... Non, pas le gouvernement, c'est pas non. Les Nations Unies nous ont dit que c'était un mouvement terroriste. Comme nous on le disait, comme nous on le disait, par la bouche de Lambert Mende à l'époque, on nous a dit que ce n'est pas le cas. Mais après, il y a eu des résolutions qui ont confirmé qu'il faut l'inscrire dans le cadre terroriste. Vous savez, j'aurais bien voulu aussi à un moment donné laisser parler mon état d'âme. Je préfère préciser parce que j'ai compris qu'il y en a eu beaucoup sur ces plateaux. Dan, ce groupe armé. Les négociations, je veux vous dire ce que j'ai déjà dit sur ces plateaux. Nairobi, tout ce qu'on voit à côté, c'est des éléments d'un agenda qui nous est imposé par la communauté internationale via les différents mécanismes. Je vous ai dit que tout le monde fédère sur un seul élément de langage. Un peu dans la suite de ce qu'on nous dit, la RDC doit négocier de manière directe avec le Mais si ce sont les minéraux, pourquoi on ne leur laisserait pas les fameux minéraux? Ça sera trop facile. Nous gardons la paix. Ça sera trop facile. 7 millions de déplacés internes, c'est quand même tôt. Je vous comprends, c'est le ras-le-bol. Ça sera facile de dire, écoutez, le minerai, je vais dire ce que Maître ne veut peut-être pas entendre. Cette guerre a plusieurs ramifications, a pris un caractère multiforme. Le Rwanda, qui est le tremplin de cette communauté aujourd'hui, a fait évoluer sa guerre. Lui, il pense encore que la question des terres est partie. Je vous rassure, Maître, que cette question des terres est encore d'actualité. Je peux vous citer par des exemples simples que chaque Congolais peut comprendre. Comment vous expliquez que le Rwanda, dans sa campagne des visites au Rwanda avec ses partenaires de football, amène de joueurs étrangers pour visiter le Rwanda, mais la visite ne se passe pas au Rwanda, chez nous, dans les parcs congolais. L'équipe de Paris Saint-Germain qui a effectué la visite, dont les vidéos passent dans les chaînes ici, c'est pas le Rwanda. C'est le parc de Virunga. C'est ici chez nous. Vous allez me dire que, de manière historiciste, ces gens-là ne convoitent pas les terres congolaises. Merci bien. Je préférais prendre les arguments ad hominem, simples quand même le Congolais. Ils sont entrés dans les territoires occupés par la M23. Exactement. Ça veut dire qu'il faut offrir au minimum, parce qu'un club à ces niveaux-là, c'est des sujets étrangers, c'est presque des ambassadeurs. Il faut un mécanisme de sécurité mis en place. Ça veut dire qu'ils doivent aller que dans un contexte où la sécurité est bien gardée. Où est-ce que la sécurité peut être bien gardée si ce sont dans des espaces occupés et contrôlé. Donc, en gros, permets-moi de chuter sur un élément. Maître revient souvent sur le mécanisme des vérifications. Il aime beaucoup l'incise renforcée. Mais je vous rappelle que ces mécanismes existent depuis 2012. Le mécanisme des vérifications existe depuis 2012. On a juste changé la forme, on a ajouté renforcé. Pourquoi? On a changé la configuration, on a intégré les commandements de la de FRDC et de Rwandais. Merci bien. Mais ma foi, Dan, regardez, la question c'est quels sont le rapport et les attestations déjà faites par ces mécanismes, parce que c'est ça la mission depuis le départ. Mécanisme de vérification sur les allégations. Combien de rapports ont-ils pondu? Moi j'en connais un qui attestait de la présence des RDF sur le sol congolais. Le Rwanda vient tout remettre en question, dis-moi que pour des raisons d'équité, on mettra le commandement militaire congolais et puis le Rwanda. Et à part égale, sur notre sol. Merci bien. Vous savez, à un moment donné, on veut rester. Maître.
dans notre État. D'accord. Mais ne titillez pas notre ego de Congolais. Merci bien. Ça, c'est nous prendre pour Merci des bien. gogoles. On va finir, 5 minutes chacun. Dernier tour de table. Maître Thomas Gamakolo, pourquoi aujourd'hui les rapports de l'ONU doivent faire l'objet de douter de la sincérité de ces rapports? Quel est l'élément principal? Quel est l'élément probant qui permettrait de douter de ces rapports? Peut-être, comme je n'ai que 5 minutes, non, prenez 6 minutes. 6 minutes. Vous pouvez prendre même 1 minute chez moi aussi, l'ajouter à mettre. 7 minutes. Voilà. Merci beaucoup. 4. En fait, hein, peut-être c'est une déformation professionnelle, mais un rapport, comme le nom l'indique, c'est un rapport. Lorsque vous faites un rapport, même que ce soit d'audit ou quoi que ce soit, vous devez soumettre à la partie que vous incriminez pour lui demander aussi des explications. Là, quand on fait un rapport en tant qu'expert, ça ne signifie pas que le pays incriminé n'a pas le droit de pouvoir, si un point, tel point ou tel autre point, dire que là-bas ce n'est pas exact. Je donne un exemple simple. On a fait beaucoup de rapports contre le Congo sur la situation des droits de l'homme, de la liberté d'expression au Congo qui serait, je ne sais pas moi, phagocyté par les régimes actuels. Mais vous n'avez pas remarqué qu'on a dépêché des ministres jusqu'à Genève pour essayer de discuter point sur ces rapports et dire que sur tel endroit, ce n'est pas vrai, voici ce que la RDC a déjà réalisé. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'un rapport n'est pas à prendre comme de l'argent comptant. Ces rapports sont faits dans l'intention du secrétaire général des Nations Unies qui va aller les soumettre au Conseil de sécurité. Et le Conseil de sécurité qui fait office de l'organe, un peu comme le gouvernement mondial, parce que dans le cadre du chapitre 7, c'est le Conseil de sécurité qui veille à la paix et à la sécurité sur le plan international. Il doit lire ces rapports et écouter tout le monde. D'ailleurs, quand vous faites un rapport sans donner la possibilité à quelqu'un de se justifier, vous violez le principe du contradictoire. Ce n'est pas un droit dans le sens où quel droit il peut. Non. Même nous, les Congo, si on fait un rapport, nous incriminons. Comme on a fait un rapport sur le Ouazalendo, par rapport, il y a les derniers rapports ici, on met en cause les Ouazalendo qui commettraient des actes de violation des droits de l'homme. Mais si eux-mêmes ne se justifient pas, qui se justifierait à leur place? Dans quel cadre? Dans les mécanismes de... Non, par rapport aux nations. On dit que le Congo soutient les justifié chez qui et ils ont pris ça pour acquis. Nous avons dans ces contextes où on a accusé le Congo de soutenir les FDLR, le Congo a le droit de se justifier. Il a le droit de contester. C'est de la même manière aussi que le Rwanda peut le faire. Ne trouvez pas ça comme quelque chose d'extraordinaire. C'est un rapport. Ça ne peut pas être pris comme ça, ce sont des pays. Il faut d'abord savoir que les pays sont des acteurs internationaux indépendants, souverains. Vous n'allez pas imposer à un pays un rapport s'il n'a pas été confronté à cela. C'est tout simplement pour des raisons de justice et d'équité qu'on demande aux États de réagir au rapport. Alors à partir du moment où quelqu'un continue à nier des évidences, qu'est-ce qu'on fait? On désigne dans le cadre d'un rapport. D'ailleurs, je vous dis, cette réunion-là, où notre ministre des Affaires étrangères a pris part, il y avait une délégation congolaise qui a pris part. Ils ont signé les comptes rendus de la réunion qui a eu lieu, de la 5e réunion qui vient d'avoir lieu à Luanda il n'y a pas longtemps. Et c'est là où ils ont dit, nous allons mettre en place un mécanisme. C'est pas moi qui ai mis ça, c'est pas moi qui aime ça. Déjà notre ministre des Affaires étrangères a signé au nom du gouvernement congolais qu'on va mettre en place une commission de vérification ad hoc renforcée. Parce que, comme a si bien dit mon co-débatteur d'à côté, cette commission a déjà existé à l'époque où l'EAC était ici. Il y avait déjà une commission où il y avait l'Angola dedans, qui allait à Kibumba vérifier que les M23 se sont retirés ou pas. C'est comme ça qu'il y a eu même des remises de Kibumba à un moment, de Kichanga, Kibumba, je ne sais pas moi en tout cas si vous suivez les informations. C'était dans le cadre de cette commission. Maintenant, on renforce. On renforce ça pourquoi? Parce qu'on veut que on puisse vérifier les allégations des uns des autres. Parce que nous ne pouvons pas continuer en étant ici sur le plateau à dire qu'il y a autant de militaires rwandais, il y a autant. Il faut qu'il y ait que des gens indépendants, neutres, qui viennent observer ça. Et à ce moment-là, vous allez voir qu'il y aura des sanctions. Parce que dans la feuille de route de Luanda de juillet 2022, c'est écrit là-bas que si on détecte que tel pays est celui-là qui trouble la paix, qui trouble la sécurité de notre pays, il y aurait des sanctions. Mais si ce sont des rapports contradictoires dans lesquels il y a déjà des officiers de liaison du Rwanda qui n'ont même pas, pour votre information, ils n'ont pas pu rester à Goma par peur de l'insécurité par rapport à leur faciès. Vous comprenez? Mais si déjà ils sont là au moment où on vérifie, plus besoin de nier.
c'est ça, c'est là où peut-être on ne s'est pas compris. Mais pour moi, en ce qui me concerne, j'estime que nous pouvons faire, parce que nous avons demandé l'accord, négocier avec qui? Négocier avec les Rwandais, négocier avec tous les gens, les protagonistes. D'ailleurs, vous allez voir, parce que vous m'aviez posé une question en disant, mais si les Rwandais dit, s'il n'y a pas de cesser les faits, donc il reconnaît. Mais qu'est-ce qu'il dit l'accord en question, les réunions de 5e, la réunion ministérielle, qu'est-ce qu'ils disent? Les ministres ont réitéré l'appel aux partis en conflit à l'est de la RDC sur la nécessité de respecter les cessez-le-feu du 4 août 2024. Donc, et le Congo et le Rwanda fait appel aux partis. C'est quel parti? C'est pas dit. C'est pas dit que c'est le Rwanda. Donc nous et la RDC. Et c'est pas moi. Moi, je ne fais que constater. En tant qu'analyste, je ne fais que constater. Alors, je ne comprends pas pourquoi quand moi je constate, on s'en prend à moi pendant que je n'étais pas à Luanda. Moi, je n'ai rien signé. Je lis, je constate qu'on dit que nos ministres ont réitéré l'appel aux partis. C'est-à-dire le Congo et le Rwanda demandent aux partis. Donc, quel parti? En conflit à l'est de la RDC sur la nécessité de respecter les cessez-le-feu. Voyez, donc le Rwanda, même dans ça, ne se reconnaît pas comme partie prenante. Alors, à partir de cet instant, ça justifie qu'il y ait une commission de vérification ad hoc pour vérifier les dénégations des uns des autres. Bon. Alors, je ne vois pas le mal si aujourd'hui, je chute en disant ceci. Oui. Parce Comment mettre fin à cette affaire? Pour mettre fin à cette affaire, oui. C'est simple. Nous devons convenir d'abord de ce cessez-le-feu, le maintenir, et que ce cessez-le-feu doit être rapidement suivi de vraies négociations sincères. Nous devons parler. Mais peut-être parler, c'est trop dit. Nous devons nous écouter les uns les autres dans nos revendications. On connaît les revendications du Congo. Le Congo veut la cessation de la violation de son intégrité territoriale. Il veut la cessation, le respect de sa souveraineté nationale. Le Congo veut que ce que lui appelle agression cesse. Et nous connaissons les revendications du Rwanda. Il veut que le Congo ne soit pas utilisé comme un territoire d'où peuvent être déployées des forces qui pourront déstabiliser demain les Rwandais. Alors si nous prenons des mesures militaires de confiance, nous pouvons prendre des mesures militaires de confiance. Ce n'est pas un problème de faire confiance à la sincérité de quelqu'un, non. Vous prenez vraiment des mesures militaires de confiance très importantes. Et ces mesures-là peuvent contribuer à une plus grande transparence et à une prévisibilité des actions militaires entre nos deux pays. C'est-à-dire, nous pouvons, à travers des commissions militaires, commissions militaires, comme on faisait dans les temps, faire en sorte qu'il y ait des patrouilles mixtes, qu'il y ait des contrôles des frontières mixtes entre nous et les pays que nous acquisons, de manière à ce qu'il n'y ait pas des actions imprévisibles. Nous pouvons aussi passer des accords, conclure des accords avec les Rwandais pour augmenter la sécurité de la RDC et vice-versa. Nous devons, en quelque sorte... Il faut des accords pour aboutir à la stabilité dans la région. Parce qu'en réalité, il n'y aura pas de victoire militaire des uns sur les autres, ni les Rwandais. Les Rwandais, contrairement à ce qu'ils pensent, moi je ne crois pas, après avoir observé que les Rwandais ont la capacité d'annexer ou d'avaler le Congo. C'est une folie. Il faut voir même la carte. De temps en temps, même quand on discute, ouvrez, regardez un peu la carte du Congo, bien. Voyez un peu la taille du Rwanda et posez-vous la question, est-ce que les Rwandais peuvent avaler le Congo? Est-ce que les Rwandais, si les Rwandais veulent le faire, c'est qu'ils sont déraisonnables. Mais ils ne sont pas fous. Ils savent compter. Ils savent combien ils sont. Comme il vient de dire, il a dit, aujourd'hui, vous pouvez avoir la supériorité tactique. Beaucoup. Mais demain, ça peut changer. Voyez-vous, le Congo, si nous entrons dans une guerre d'attrition avec les Rwandais, le Congo a plus de ressources humaines, il a plus de ressources matérielles pour tôt ou tard vaincre. Vos minutes sont... Donc moi, je crois que nous devons rester, malgré que nous devons renforcer l'armée, je suis d'accord, mais nous devons aussi impliquer la diplomatie pour trouver une paix durable et une stabilité dans la région des Grands Lacs. Merci beaucoup. Il faut une négociation, des dialogues sincères. Il faut qu'on s'écoute. Pour lui, la guerre n'est pas la solution. Monsieur Serge Seka, quel est votre avis? Comment sortir de cette affaire? La Belgique est un pays 80 fois moins que le Congo, a créé et colonisé le Congo dans sa configuration originelle. Et à distance. Donc, et à distance. Donc, pour dire qu'il y a des allégations qui ne tiennent pas. Quand il s'agit des massacres, des tueries, des morts d'hommes, et qu'un rapport se fait, ce n'est pas à remettre
à l'approbation de ceux-là qui sont censés, parce qu'il y a des experts des Nations Unies depuis les années 90 qui ont été sur terrain, qui ont documenté, il y a les noms des personnes et ainsi de suite. Donc, quand on fait le rapport, le PV d'une réunion et les rapports sur terrain en ce qui concerne la situation sécuritaire, c'est pas la même chose. Ça, c'est très important, il faut le dire. N'empêche qu'aujourd'hui, qu'on puisse trouver des mécanismes pour protéger la paix, pour protéger toutes les signatures qu'on est en train d'apposer, que personne ne respecte, surtout du côté du Rwanda. Mais cela ne voudrait pas dire, ça j'insiste, que tous les rapports qui ont été produits avant, c'est à mettre dans la poubelle. Non, parce que ces rapports protègent, même à titre posthume, le mémoire des Congolais. Mais il a posé il a posé la question de savoir, même les rapports qu'on publie sur la RDC, sous le droit de l'homme, des fois la RDC discute. Mais vous faites des coq à l'âne, vous faites l'amalgame. On est sur quel terrain? Donc, la réunion de la chorale de Mbata Mayangi, qui fait la réunion et produit un rapport, c'est la même chose que... On a parlé des tueries. Peut-être que vous n'étiez pas au pays. Peut-être que vous n'êtes pas directement connecté aux gens qui étaient concernés par ce qui s'est... Il y a eu des massacres. Il s'est passé des choses horribles. Des crimes imprescriptibles. Même après 100 ans, on pourra juger de ces affaires-là. Donc, aujourd'hui, moi, je n'ai pas de leçons à donner à qui que ce soit. La matière qui nous concerne aujourd'hui est vraiment différente de tout ce qu'on peut prendre à gauche et à droite. On a tué des gens, on a massacré des familles, on a massacré des villages, on a brûlé. Et tout ça, Dieu merci, c'est documenté. On n'a pas à demander la bonne foi de qui que ce soit. C'est devant le tribunal, peut-être quand on aura le tribunal spécial sur le Congo, et ces gens-là viendront dire oui ou non s'ils sont coupables ou pas. Mais jusqu'à l'heure où nous sommes, là, ces rapports tiennent et personne ne peut venir ici pour dire que ces rapports ne tiennent pas parce que quelqu'un... Non, non. Il y a eu des choses horribles qui se sont commises ici. Aujourd'hui, dans le cadre, une autre supercherie de ces mécanismes-là, on doit voir le préalable de la RDC du Rwanda. Le Rwanda nous demande à nous de désarmer le FDLR. Mais ils sont au nombre de combien? Le FDLR, depuis leur création, ont tiré combien de coups de balle au Rwanda? Il y a combien de personnes tuées du fait de M23 au Rwanda? Kagame dit que c'est FDLR. Mais il le dit. Ils sont même dans les FARDC mais papa, on refuse de croire le rapport des gens qui sont sur le terrain. Pratiques. On croit la parole de Kagame. Vous croyez aux paroles des Rwandais, de Kagame, comme de l'argent? Même les rapports de l'ONU le dit. Donc, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, les mêmes rapports disent ces forces-là neutralisées ont tué combien de personnes au Rwanda? Et comment on peut mettre cela comme préalable des discussions entre nous et le Rwanda? Mais même le mécanisme là, à un certain moment, est biaisé. Non, ne faisons pas... Moi, je ne fais pas confiance de manière les yeux fermés. Non, je me base de l'histoire. Je vois De Gaulle qui est sorti des sentiers battus parce qu'il y avait des processus. Il y avait des gens qui devaient se parler. Il dit, on ne rentre pas là parce que si on rentre dans ces processus-là, on va droit au mur. Et s'il faut en sortir, on en sort. On subit ce qu'on peut subir, mais dans le but de trouver des solutions qui seront, en tout cas, pérennes et bien pour le Congo. Des solutions pérennes et qui sera bien. Mais que le Rwanda foute le camp, excusez-moi de le dire de manière pas correcte, mais que le Rwanda quitte le sol du Congo. Il ne devait pas y avoir des préalables. On sait pourquoi le Rwanda est là. On sait pourquoi jusqu'à présent, les gens ne veulent pas le reconnaître, mais ces gens-là commercent avec le Rwanda. Toutes les entreprises là, tous ceux qui sont en train de courir derrière la nouveauté écologique à travers la modernisation, les nouvelles sources de l'énergie, le lithium et consorts, pourquoi ils commercent pas directement avec la RDC? Il y a des choses qu'on voit mais que nous ne voulons pas accepter. Au-delà même des dimensions militaires, mais il y a une volonté de faire en sorte de caresser Kagame dans le sens du poil. Je me dis avec le changement d'administration Trump au niveau de la Maison Blanche, parce que nos malheurs, donc la source de nos malheurs, c'est Clinton, quand les démocrates ont pris le pouvoir vers les années 90, ils ont chassé Mobutu, ils ont déplacé le pôle d'intérêt vers l'Ouganda, et voilà, tout est parti de là. On a dit chasser un dictateur, mais de quel dictateur il s'agit quand aujourd'hui on vit 100 fois mal que il y a 20 ans. L'administration dans ce sens qu'on avait un pays qui était, en tout cas, dans sa superficie originelle.
Et aujourd'hui, on voudrait nous faire voir qu'ils sont venus résoudre. Ils sont venus résoudre quel problème? Cette administration-là qui change au niveau des États-Unis, avec Trump qui vient avec des State Affairs, donc d'abord les États-Unis, et pourront peut-être changer les donnes et faire en sorte que l'intérêt que les démocrates ont porté à cette administration-là depuis des années puisse changer. Mais là, il s'agira encore de notre génie d'éprouver, d'amener Trump à voir des choses, l'administration, j'allais dire Trump, de voir des choses selon notre point de vue, dans une certaine objectivité, parce que je ne vois pas Trump, après avoir tout ce qu'il a vécu, ses positionnements par rapport à tout cet établissement politique il était là et financier. Il était là de 2016 à 2020. Non, mais justement, Trump se focalise sur l'intérêt américain, et si vous faites des propositions alléchantes pour la grandeur des États-Unis, vous allez directement... Trump n'aura pas, dans son pragmatisme, le peu que je connaisse, aller au Rwanda pour prendre le lithium du Congo. C'est un businessman, c'est un milliardaire, il viendra là où pourra prendre en toute sécurité. Merci bien, vous parlez comme M. Freddy Mulumba, presque le même idée, hein, avec M. Freddy Mulumba que nous avons reçu sur ce plateau. Ils ont été dans le même groupe, non? C'est comme si vous êtes dans le même... Non, je ne l'avais pas suivi, mais je pense que c'est des fibres patriotiques qui... Merci beaucoup. Merci beaucoup. On termine avec vous, M. Mike Diana. Vous parliez de la solution militaire. Mais nous sommes en guerre depuis plusieurs années. Ça fait 30 ans que nous sommes en train de nous battre. Il faut continuer comme ça? Non, on ne se bat pas. On tente de résister. Je sais que dans le jargon, on parlera de guerre. Je l'ai dit lors de ma prise de parole précédente. Mais on ne se bat pas, on résiste. Non, c'est vrai, c'est une guerre. Mais nous, on fait une guerre de résistance. On tente soit peu on doit de résister. Supérieure. Je crois l'avoir déjà dit. C'est-à-dire que j'aime cette phrase de Jean-Florent Ibenge. La meilleure défense, c'est l'attaque. Et ces principes restent valables pour chaque aspect de la vie. Mais permets-moi... Mais la guerre, elle est coûteuse, la guerre, il y a beaucoup de choses dans la guerre. Dans la guerre. Vous savez, on sait comment elle commence. Mais vous savez la plus grande difficulté économique, dans les questions économiques, la difficulté qui a plombé l'électorat des démocrates aux États-Unis? Les sommes importantes qu'il décaissait pour la guerre dès l'Ukraine. Pendant ce temps, le contexte économique avec l'inflation est décadent. C'est parmi les plus grosses raisons de l'échec des démocrates à ces élections. La guerre coûte toujours. Parce que, après la guerre, viennent maintenant les dynamiques et les questions de développement. Il est impossible de penser développement pendant une guerre. C'est impossible. Je voulais ici revenir sur un élément essentiel dans mes quelques minutes pour chuter. On nous dit la mission de vérification est là pour attester des allégations. Je prends une mission de vérification comme un audit externe. C'est-à-dire qu'on prend des gens indépendants qui viennent en toute impartialité vérifier si ce que les uns et les autres disent sont vrais. Ces gens-là arrivent de manière indépendante et disent que oui, le Rwanda est impliqué. On dit non niet. Maintenant, on va faire comment? On va vérifier, mais le Rwanda sera partie prenante. C'est-à-dire quand on arrête la stratégie, le Rwanda est là. Quand on décide de l'agenda de l'équipe des vérifications, le Rwanda est là. Et vous voulez avoir raison, mais dit non, dès qu'ils arriveront, si jamais on dit, voilà, là, il y a un militaire rwandais, là, ils vont accepter. Non, mais vous voulez me faire croire que des militaires rwandais qui arrivent pour participer à une mission conjointe ne sont pas au courant de la stratégie militaire mise en place chez eux. En fait, par cette dynamique, on va me faire croire que même le Rwanda serait surpris de voir que, le Congo dit vrai, hein, il y a des militaires rwandais. Là, on accepte qu'on est impliqué. Il n'y a aucune raison, je dis aucune raison valable, qui justifierait le fait d'impliquer un État protagoniste dans la vérification si oui ou non il pose des actes d'agression. Il n'y a aucune raison valable. Cette forme de religiosité qu'on amène dans les questions diplomatiques, dans les questions des relations internationales, où Nalobi Kazo attaqué Ngai, mais Fonatia on a Yemogaya on dit Masoko attaqué Ngai. En fait, moi je comprends que dans le côté intellect, c'est vraiment une bataille pour pouvoir domestiquer la pensée congolaise. Ce sont des éléments qui nous prouvent à suffisance que le Rwanda est dans une dynamique soutenue sur le plan international.
Ce qui fait que tout ce qu'on va, c'est dans l'idée de nous plonger, de nous endormir, nous mettre devant un fait accompli pour pouvoir nous imposer. Vous savez, même le fait d'occuper les espaces est un moyen de contrainte pour nous imposer, de se retrouver autour d'une table et de négocier. Il vous souviendrait que depuis toujours, on était là calme. Mais c'est la veille, juste après les élections, il y a eu cette nécessité de pouvoir continuer à faire monter la puissance de feu du M23 pour pouvoir créer cette stupeur et obliger la RDC. Les autres utilisent les moyens régaliens de la guerre pour pouvoir nous imposer un agenda. Ça veut dire, c'est retrouver autour d'une table pour négocier. Mais quand nous, on veut faire pareil, on dit, bon, écoute, je comprends que derrière cette guerre, Serge sait qu'elle veut se battre, mais ce n'est pas lui. C'est qui bambichine toi derrière. Je m'attaque à la source pour imposer un rapport de force. On nous dit, vous savez, le Congo, avec tout ce qu'on a vécu, on a gagné le droit de se comporter comme un État voyou, un peu comme Israël, un peu comme l'Ukraine. Alors, l'idée de nous ramener dans cette forme de conformisme international, ça fait plus de 20 ans qu'on est dans ça. Ça ne nous apporte rien. On est dans des paix factices négociés. Ça veut dire qu'à chaque fois, il y a un rapport de force politique qui change. Ces groupes-là, parce qu'on dit en politique, ce par quoi on acquiert quelque chose, c'est par quoi on le conserve. Le M23, dans ses ramifications, RCDN et autres, c'est vrai, il y a eu des dynamiques politiques ou des gens qui ont même infiltré l'appareil politique congolaise, mais à la fin de compte, nous connaissons tous quel était l'agenda, quel était le dictat, qui finançait ces gens. Pardonnez-moi. Donc, en gros, aujourd'hui, on est dans une dynamique historique où le Congo a compris. Si aujourd'hui, il y a cette résistance de la RDC vis-à-vis des accords et des négociations, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'on n'a fait que ça depuis 2 années, on n'a pas récolté la paix. Et même si on doit récolter une paix définitive. Il y a eu quand même une certaine accalmie. Parce que, donc, à l'époque, Dan, s'il vous plaît, à l'époque, je vous interdis, vous savez, à moi, il faut éviter de sortir ce genre de langage. Il y a eu une certaine accalmie. On part d'une certaine calmie comme si, en fait, le service minimum, quoi. À défaut d'avoir la paix, il y a quand même eu ça. Les victoires, regarde, les MLC, quand ils se sont trouvés dans le 1+4, Dan, quand même le pays a été réunifié, plus ou moins. Quand il s'agit de parler de la paix, quand il s'agit de parler de l'intégrité territoriale, évitez-moi les victoires d'étapes et d'étapes factices, décidées par les autres. Il est impossible d'avoir une paix durable en comptant sur les dynamiques externes. Aucun État au monde. Est-ce que si à l'époque de Joseph Kabila, s'il avait... il avait adopté l'idée ou la stratégie de combat militaire, solution par la guerre. Ils l'ont adopté, oui. Non, il a été élu, pas élu, mais il a été désigné président après à la suite du décès de son père. Oui. Il est chef de l'État, après il négocie avec tous les protagonistes qui occupaient le pays. À l'époque, s'il était dans la stratégie militaire, est-ce que le pays serait aujourd'hui ce qu'il est? Le problème, c'est que, je répète, toutes les solutions de diplomatie, on a essayé dans toutes les sauces. Ça n'a pas marché. Dans toutes les sauces, ça n'a pas marché. Jusqu'aujourd'hui, on a été domestiqué, Dan. Et c'est ce qui explique la position de Kinshasa aujourd'hui de faire évoluer le contexte de cette guerre. Merci. Vous nous imposez une négociation directe avec le M23. Qu'est-ce que le M23 va rapporter comme revendication? Est-ce que sur cette table, quelqu'un d'entre nous est à même de me dire, voilà la principale revendication du M23? Qui? Il n'y en a pas. Parce que c'est un mouvement qui répond à un agenda supra. Merci bien. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on veut nous imposer une discussion avec le M23, c'est nous amener dans un débat de source. On arrivera, qu'est-ce que le M23 veut? Non, on veut des postes dans l'armée, on veut prendre part à la gestion de la vie politique. Et c'est alors que vous verrez, pour donner une connotation, on mettra une branche politique, c'est alors que vous verrez les alliés ADF, Nanga va nous ramener ici. Est-ce que nous, aujourd'hui, dans cet état, on a besoin de retrouver encore Nanga dans l'appareil politique? Merci. Pourquoi nous ramener dans des schémas qui nous maintiennent dans les statu quo? Et vous voulez me dire que dans cet état de cause, la solution militaire vers la source, si la communauté internationale passe par le Rwanda, ben on va commencer aussi par là pour imposer un rapport de force. Si vous voulez négocier, dites-nous de quoi vous avez besoin chez nous. Venez le prendre. Vous avez vos sociétés qui exploitent les minerais ici. On a chassé qui? Combien de sociétés congolaises exploitent le mine? On a pris tout notre temps. Merci beaucoup. Le temps est épuisé complètement. On a même dépassé d'une minute. Les quelques minutes. Une minute. Mais la vérité, c'est qu'une autre vérité est que l'État congolais, par le fait de vouloir, je sais qu'aujourd'hui, l'État veut se réjouir du fait qu'il y a l'enquête du CPI. Le format d'émission, c'est 1 heure. Qui ouvre des enquêtes désormais, pour voir clair dans ça. On dit bravo au tandem Moutanda et Samuel. Mais ça, c'est pas le problème. Le Congolais attend beaucoup plus que ça. Et moi, je vais vous dire même une vérité, la judiciarisation de cette affaire dans ce sens-là, je ne crois pas. Mettons la puissance de feu pour résoudre ce problème. Merci beaucoup, M. Seka, d'avoir préparé ce débat après plusieurs mois, hein. Merci, presque une année. J'espère qu'on ne dérange pas. Maître Thomas Gamakolo, merci beaucoup. Merci, Maître
Monsieur Diana, merci à vous qui nous suivez. Merci à Christian Mbouka d'avoir réalisé cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Portez-vous bien et à très bientôt.